Ça jase avec Immigrants Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado Ça jase avec Immigrants Québec. On va parler aujourd'hui d'un sujet essentiel pour beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, c'est celui des accidents et des maladies professionnelles. Alors, pour en discuter avec moi aujourd'hui, je reçois Frédérique Forget, qui est avocate pour Justice Pro Bono. Bonjour Frédérique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Basile, ça va bien? Ça va très bien, merci. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Donc, bonjour, je me prénomme Frédérique Forget. Je suis avocate chez Justice Pro Bono. Justice Pro Bono, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour but de favoriser l'accès à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité. Nous accompagnons des personnes qui sont issues de différents groupes, tels que les familles qui traversent des périodes difficiles, des personnes dans le Grand Nord, des demandeurs d'asile. Et je suis ici aujourd'hui dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Dans le cadre de ce programme, on accompagne les travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent partout à travers la province du Québec et qui traversent des situations difficiles dans l'emploi, que ce soit en droit de l'immigration, en droit du travail. On peut aller en logement aussi. Donc, on donne de l'information juridique, du conseil et de l'accompagnement juridique qui va jusqu'à la représentation devant les tribunaux si nécessaire. Alors, c'est un plaisir pour moi de faire partie du podcast aujourd'hui. Merci beaucoup Frédérique. Alors, on va discuter d'un sujet aujourd'hui qui ne prête pas forcément à sourire et puis auquel on s'intéresse malheureusement quand c'est trop tard, bien souvent. C'est celui des accidents et des maladies professionnelles. Donc, dans notre cas, Jean est en permis de travail fermé, il est manutentionnaire en usine et puis un beau matin, il se blesse au poignet. Il va continuer de travailler plusieurs jours en pensant que la douleur va finir par disparaître. Sauf qu'au fil des jours, la douleur ne disparaît pas, puis finit par perdre en efficacité et sans jamais à aucun moment se dire qu'il va ouvrir un dossier auprès de la Commission des normes, l'équité, de la santé, de la sécurité du travail, la CNSST. Par crainte des problèmes que ça pourrait générer dans sa relation d'emploi avec son patron. Alors, première chose, Frédéric, on entend beaucoup qu'il y a une surreprésentation des travailleurs étrangers temporaires dans les emplois à risque et aussi dans les cas d'accident ou de maladie du travail. Est-ce que tu confirmes? Oui, effectivement, et malheureusement, que ce soit la CNSST ou même à l'international, l'Organisation internationale du travail reconnaît que il y a une proportion beaucoup plus élevée des travailleurs étrangers temporaires qui occupent des emplois à risque et qui entraînent des lésions professionnelles, des blessures en emploi. Et malheureusement, en raison du permis de travail fermé, beaucoup de personnes, comme la situation de notre cher travailleur Jean, vont tolérer une douleur par crainte de mesures de représailles, ce qui est vraiment grave pour leur santé, en fait. Donc, c'est vraiment un épisode important aujourd'hui pour moi, Basile, de discuter de quoi faire et les clés qu'on ressent de la douleur au travail pour s'assurer d'avoir une protection. Excellent. Alors justement, on va peut-être commencer par le commencement, puis se demander qu'est-ce qui caractérise un accident ou une maladie professionnelle? Oui, alors la loi sur les accidents et maladies professionnelles, que j'appelle la LATMP, protège les travailleurs étrangers, les travailleurs étrangers temporaires et tous les travailleurs d'ailleurs contre les lésions professionnelles. Donc, la lésion professionnelle englobe l'accident du travail que tu nommais, la maladie professionnelle et autres types de lésions. Donc, on peut avoir également une lésion psychologique. Donc, ça va être également ce qu'on pourrait dire un accident du travail, mais au niveau psychologique. Donc, ça ne sera pas les mêmes circonstances qu'un accident du travail tel qu'on le connaît. Je pourrais vous en parler pendant des heures, là, mais si on y va par grande catégorie, on connaît bien l'accident du travail. L'accident du travail va être caractérisé par un événement imprévu et soudain qui va survenir à l'occasion ou par le travail. Donc, ça va être, en fait, on va souvent parler d'un agent extérieur. Donc, il faut une chute, un outil qui tombe, ça peut être un faux mouvement. Donc, ça va être vraiment à un certain moment précis dans le temps qui va survenir un événement. Si on passe à la maladie professionnelle, on va davantage penser à la survenance sur une période prolongée. Il est important de différencier la survenance d'un accident au travail de la survenance d'une douleur au travail. Ce que la loi va venir protéger, c'est la survenance d'un événement imprévu et soudain et non la simple manifestation d'une douleur au travail. Donc, une personne qui a une condition dite personnelle, qui accuse de la douleur depuis plusieurs années et qui continue à avoir de la douleur dans l'emploi, malheureusement, ne pourra pas se faire indemniser par la CNSST. Donc, on va indemniser vraiment ce qu'on nomme un accident.
Important, ouais. La maladie, pour sa part, on va parler euh, d'une douleur qui va survenir et qui va se prolonger dans le temps de par l'emploi qu'on occupe ou les caractéristiques du travail. Donc, on va penser aux tâches du travail précisément. Je pourrais vous donner l'exemple d'un électricien qui a les bras dans les airs. En fait, à chaque jour dans son emploi, ou par exemple des hygiénistes dentaires. Donc, vous pouvez voir que c'est des emplois où une posture est maintenue de façon prolongée et ça peut causer certains diagnostics. Euh, ou ça peut être également par le fait du travail. Donc, ça va être certains mouvements qu'on va répéter. Et souvent, la répétition est le critère nécessaire. Donc, ça va être une répétition dans le temps qui peut causer une maladie professionnelle. Ok, donc la maladie du travailleur, elle va être reconnue comme lésion professionnelle selon quelles conditions finalement? Alors, il y a un règlement qui existe, qui est le règlement sur les maladies professionnelles, qui va venir prévoir, en fait, des maladies professionnelles et les conditions à respecter pour répondre à cette maladie professionnelle. Et si on ne correspond pas au règlement prévu, en fait, le travailleur va venir démontrer que sa maladie est les caractéristiques du travail qu'il exécute ou qu'elle est liée directement au risque particulier du travail. Ça sonne assez complexe, mais ça vous permet de comprendre, en fait, qu'une maladie professionnelle, ça prend quand même des preuves pour démontrer qu'on l'a subi. Un accident de travail, ça va être vraiment pas plus simple, mais ça va être la survenance d'un accident. Donc, c'est assez direct. On le sait quand ça se passe. Mais il faut rester aux aguets dans les deux cas d'une douleur qui s'intensifie, par exemple, et qui est importante chez nous. Oui, ça on comprend bien que c'est un peu le facteur essentiel. Alors, dans un cas comme Jean, justement, la douleur survient, où il y a un accident, il y a un fait. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est quoi un petit peu, dans le cas d'une situation comme la sienne, c'est quoi un petit peu les démarches à suivre, la procédure à suivre? Alors, il y a 3 éléments importants et cruciaux. Et s'il y a un message que je veux qu'il porte aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que lorsqu'on a, on a une douleur, là, t'as mentionné tantôt que la douleur au travail n'est pas indemnisée, mais parfois, une douleur peut s'installer dans la maladie au fil du temps par le travail. Donc, c'est important, là, les 3 choses importantes, c'est d'aviser notre employeur immédiatement. S'il se passe un événement ou qu'on ressent une douleur vive, on avise notre employeur. Deuxièmement, on essaye d'aller voir un médecin ou un professionnel de la santé le plus rapidement possible, c'est-à-dire la journée même si c'est possible. Et 3, on va faire une réclamation à la CNESST. Même si on compte revenir au travail demain et après-demain, on essaie de faire une réclamation le plus rapidement possible pour documenter l'événement qui s'est produit, parce que parfois, bien que demain on se sente bien, ça se peut que la douleur revienne et c'est important de l'avoir documenté. Donc, à partir de ces 3 éléments-là, qui sont cruciaux, on peut dire qu'il y a une présomption qui s'opère. C'est une présomption qui est prévue à la loi. Donc, à partir de cette présomption-là, c'est beaucoup plus facile de déclarer une lésion professionnelle. Bon, présomption, on rentre dans les termes techniques, juridiques. On sent l'avocate là qui se saisit du dossier. Alors, est-ce que peut-être on peut amener quelques précisions justement sur cette notion de présomption? Oui. Alors, la loi sur les accidents, maladies professionnelles va venir prévoir une présomption lorsqu'on respecte ces 3 conditions-là. La présomption prévoit en fait qu'un travailleur va être victime d'une lésion professionnelle et qu'il peut être indemnisé par la CNSST lorsqu'une blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur ou la travailleuse était à son travail. Et pour démontrer cette présomption, on va regarder si la personne va avoir informé son employeur après s'être blessée, s'il va avoir une attestation médicale et qu'elle va avoir fait une réclamation à la CNSST ou au moins avoir déclaré dans le registre là, de l'employeur sa douleur ou son accident de travail la journée même. Et qu'est-ce que fait la présomption, en fait, c'est qu'elle va venir, une fois qu'on a ces 3 éléments-là, retirer le fardeau de démontrer qu'on a subi la lésion professionnelle et le mettre sur les épaules de l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de lésion professionnelle. Donc, ça va être beaucoup plus facile à se faire reconnaître la lésion et à se faire indemniser. Ok, donc c'est ça. Ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit très rapidement de constituer un peu un dossier de preuve, finalement, et puis qui passe par le simple fait de nommer les choses. Tout à fait. Ok. Et d'informer les parties intéressées le plus rapidement possible. Oui, parce que nommons que la CNSST, c'est un assureur que auquel l'employeur est
obligé de souscrire, l'employeur a un peu son mot à dire. C'est un processus, oui, qui appartient au travailleur. C'est un droit qui appartient au travailleur, mais l'employeur aurait son mot à dire, je considère que c'est pas une lésion professionnelle, par exemple. Donc, en faisant les bonnes étapes, on vient nous sécuriser notre dossier Mhm. en démontrant qu'on a subi bel et bien un accident de travail ou une maladie professionnelle. Alors justement, c'est à quel moment, et puis comment aussi peut-être, à quel moment est-ce qu'on va ouvrir un dossier, puis déclarer un accident ou une maladie professionnelle? C'est quoi un peu les étapes pour le travailleur? Alors, les premières étapes, une fois qu'elles sont remplies, qu'on a envoyé notre réclamation à la CNSST, un agent va nous contacter pour prendre des informations, valider. Un des éléments importants à retenir, c'est d'avoir une version qui est cohérente et crédible tout au long de notre dossier. Donc, on va avoir une première version à l'employeur, ensuite, on va avoir une version à l'agent de la CNSST. Et si notre dossier procède, on va avoir une version au tribunal. C'est important de maintenir cette version-là des faits. Une fois que l'agent nous contacte, ils vont évaluer le dossier et rendre une décision. Et cette décision-là va venir reconnaître qu'on a subi une lésion professionnelle et si on a besoin de s'absenter du travail pour prendre du repos, si c'est ce que notre médecin nous prescrit, on va pouvoir être indemnisé par la CNSST. C'est ce qu'on appelle les indemnités de remplacement du revenu qui sont versées et qui visent à remplacer le salaire. Donc, on va recevoir 90 du salaire qu'on recevrait normalement suite à cette décision-là. Et il va y avoir un dossier administratif qui va cheminer et on doit avoir des consultations médicales, je dirais, récurrentes, environ au mois, aux 6 semaines, pour faire un suivi de l'évolution de notre condition. On peut avoir des indemnités. Il est également possible de faire un retour progressif dans l'emploi si on sent qu'on va mieux. C'est ce qu'on appelle une assignation temporaire. Donc, il y a une possibilité de faire des tâches légères. Par exemple, un médecin peut dire, dans le cas de Jean, OK, tu peux retourner au travail, mais c'est impossible pour toi de lever des charges qui sont de plus de 10 kilos. Et là, Jean va pouvoir continuer à travailler tout en prenant soin de sa blessure. Il va pouvoir faire des traitements de physiothérapie, par exemple, qui vont être payés par la CNSST. C'est ce qu'on appelle tout un processus de réadaptation. Ok, donc ce qu'on comprend aussi par là, c'est que tout le temps où finalement le travailleur il est éloigné de son emploi, qu'il est en arrêt ou peu importe, le lien d'emploi est maintenu. Il conserve son emploi même s'il n'est pas capable d'exercer. Est-ce qu'il existe des délais? Est-ce qu'il existe, c'est ça, des protections? Tu évoquais tout à l'heure un retour progressif aussi. Donc on comprend que l'emploi il est garanti quelque part. Est-ce que ça s'applique ça dans tous les cas? Oui, et ça, c'est crucial. Le lien d'emploi est maintenu et le travailleur est protégé de par le fait qu'il subit une lésion professionnelle. Donc, un employeur ne pourrait pas imposer une sanction, un congédiement, un déplacement à une personne qui a subi une lésion professionnelle en raison de l'exercice de ce droit-là. Et une personne peut s'absenter du travail durant une longue période. Tu me demandais des délais. Il n'y a pas un maximum de temps qu'on peut être en arrêt de travail ou blessé, en fait, seulement qu'il va y avoir un processus de réadaptation qui va être suivi par la CNSST. Donc, normalement, au bout, si c'est un gros accident, quelqu'un qui tombe en bas d'un un chariot élévateur, par exemple, il peut être blessé pendant plusieurs mois, voire années. Mhm. À ce moment-là, la CNSST, au bout de peut-être 2 ans même, va venir vérifier la capacité au travail. Et c'est ce qui m'amène au point où un travailleur va être indemnisé ou en fait va être suivi par la CNSST jusqu'à ce qu'on appelle la consolidation. Et on va viser la capacité de retour au travail. Une consolidation, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on atteint un plateau thérapeutique. Soit on est guéri complètement, retour à 100 de nos capacités, c'est ce qu'on espère pour Jean, ou on va atteindre un plateau thérapeutique, ce qui veut dire bien qu'on fasse sans autre traitement de physiothérapie ou d'ergothérapie, on ne pourra plus aller récupérer notre capacité comme avant. On va atteindre un sommet et notre médecin va nous dire, OK, alors là, c'est ta guérison complète. On va vérifier ta capacité à retourner au travail comme avant. On va vérifier si tu as des atteintes permanentes sur ton corps ou des limitations fonctionnelles permanentes. Là, on parle de cas qui sont quand même importants, des accidents graves. Une personne va pouvoir retrouver ses activités quotidiennes et son travail malgré des limitations fonctionnelles. Donc, elle va devoir s'adapter. Et la CNSST peut fournir de l'aide dans ce sens. Donc, il va y avoir un processus des fois de réadaptation pour retrouver l'emploi ou pour adapter même sa vie quotidienne. Excellent. Donc, si on résume un petit peu les idées essentielles à retenir aujourd'hui, c'est les gestes à poser quand on est un travailleur et un travailleur étranger temporaire aussi,
dès lors qu'on subit une lésion à son travail, que ce soit un accident, une maladie professionnelle. Premier geste à faire, c'est informer son employeur. Très important. Deuxième geste à poser, c'est consulter un professionnel de la santé pour obtenir un certificat médical. Et puis troisième chose, c'est faire une réclamation auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et sécurité du travail, la CNESST. Et donc ces trois éléments ensemble, ça permet de constituer un ensemble de preuves qui présume, quelque part, la fameuse idée de présomption qui présume qu'on souffre d'une lésion. Et puis, la deuxième idée clé, la deuxième idée force à retenir, c'est que dans tous les cas, le lien d'emploi, il est protégé. En cas d'absence, par exemple, qui va être décidé par un médecin, on est protégé en tant qu'employé dans son lien d'emploi avec l'entreprise. Donc c'est ça, que ça ne soit pas un facteur limitant quelque part pour entamer des démarches, informer son entourage, informer son employeur de son problème de santé. Est-ce que ça fait le tour? Oui, tout à fait. Tu as bien retenu les leçons du Pas jour, mal, Basile. j'écoute. Merci beaucoup Frédéric d'être venu aujourd'hui avec nous. Je pense que ça clôt cet épisode sur les accidents et les maladies professionnelles. Merci de ta participation, merci d'avoir Merci. partagé tes connaissances avec nous aujourd'hui. Merci à Justice Pro Bono aussi. Quant à vous, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce sujet, vous pouvez consulter un guide qu'on met à votre disposition en français et en anglais sur le site d'Immigrants Québec qui s'intitule « Personnes immigrantes, vos droits et responsabilités au travail » que nous avons réalisé avec la participation financière de la CNEST, justement. Et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes sur la thématique du droit du travail pour les personnes immigrantes et travailleurs étrangers temporaires en particulier. Merci à tous, à bientôt. Ça jase avec Immigrants Québec.